Le géant Monsanto, dont le siège social est situé à Bron près de Lyon, a été jugé responsable de l'invalidité d'un agriculteur charentais qui avait reçu en avril 2004 au visage des vapeurs d'un puissant désherbant. Pierre François devra être entièrement indemnisé de son préjudice, une première en France. Yes. Après de longs moments de doute, Paul François est maintenant soulagé. Monsanto a été jugé responsable du préjudice qu'il a subi. Le céréalier charentais a été intoxiqué au printemps 2004 par un herbicide, le lasso, alors qu'il nettoyait une cuve d'épandage. Après avoir obtenu la reconnaissance de sa maladie comme accident professionnel, cette fois Paul François a attaqué le géant américain. Pour nous, bien sûr, mais c'est une récompense pour toutes les autres victimes, pour les agriculteurs en règle générale, parce que ça montre ce que les firmes sont capables de faire. C'est-à-dire que dans le dossier, nous avons montré que la firme savait très bien depuis longtemps qu'il y avait un problème avec ce produit, qu'il était dangereux. Intoxication par un produit dangereux et désinformation organisée par le fabricant ont été retenues par le tribunal de grande instance de Lyon. Ce qui était important, c'était aujourd'hui, pour la première fois en France, d'épingler le comportement plus que négligent de ces firmes et enfin de mettre un coup d'arrêt, parce que je pense qu'il faut mettre un coup d'arrêt aux pratiques de ce type de société. L'avocat de Monsanto met, quant à lui, en doute la réalité de l'intoxication. Moi, je suis personnellement déçu parce que je vous rappelle que Monsanto a toujours considéré qu'il n'y avait pas dans le dossier d'éléments suffisants pour établir un lien de cause à effet entre les symptômes présentés par M. François et une éventuelle, je dis bien éventuelle, intoxication au monochlorobenzène. Le tribunal a estimé le contraire. Bon, on va examiner avec notre client ce qu'on va faire de tout cela. On verra si on interjette ou non appel. Ce jugement contre une multinationale ouvrant la voie à des dommages et intérêts est une première en France. Il pourrait faire jurisprudence et amener d'autres agriculteurs à se défendre. Les suites du procès du drame de l'amiante. Le tribunal de Turin a condamné aujourd'hui à 16 ans de prison 2 anciens dirigeants du groupe Eternit. Les 2 hommes de 65 et 90 ans ont été jugés responsables de la mort d'environ 3000 personnes en Italie. Ils devront également verser plusieurs dizaines de millions d'euros aux victimes. Alors qu'en France, on est encore très loin d'un procès pénal sur le dossier de l'amiante, ce verdict est une bouffée d'espoir pour les victimes. Quand même un aboutissement de toute une bagarre depuis 1997, quoi. Alors même si c'est pas chez nous, malheureusement, c'est pas chez nous, mais bon, il y aura un lien fatalement, il y aura un antécédent, il y aura une conjonction. Selon les experts, la catastrophe de l'amiante aurait fait 500 000 morts en Europe occidentale entre 1995 et 2005, dont 100 000 en France. L'épisode du grand froid est terminé, mais cet après-midi, 46 départements étaient encore placés en vigilance à la neige et au verglas par Météo France. Cette alerte doit être maintenue jusqu'à mercredi matin et concerne une zone allant des Ardennes aux Pyrénées. Le redout est donc en train de s'installer et il devrait amener avec lui la neige. De 2 à 5 cm sont attendus dans le sud-ouest, de 5 à 10 cm en général sur les autres régions. C'est un chauffage d'appoint laissé en marche dans un appartement qui serait à l'origine de l'incendie qui a sérieusement endommagé la Cité radieuse à Marseille. Le feu s'était déclenché jeudi dans le célèbre immeuble dit Le Corbusier et classé monument historique en 1995. Il aura fallu 24 heures aux pompiers pour éteindre l'incendie. Ce matin, les habitants de la Cité radieuse n'avaient toujours pas réintégré leurs appartements faute de chauffage. Et le froid augmente les risques d'incendie. Plus d'une vingtaine de feux se sont déclarés ce week-end dans le seul département du Doubs. À Leluyer, une ferme a été ravagée par les flammes. Les pompiers appellent à la plus grande prudence en ces périodes hivernales. 600 mètres carrés ravagés, les pompiers sont restés une partie de la nuit à surveiller l'incendie. On n'en connaît pas l'origine, même si la piste du feu de cheminée est privilégiée. Cette ferme rénovée abritait un couple et 2 enfants qui n'étaient pas à la maison. Le travail des pompiers est rendu difficile par le froid. En plus de gérer l'intervention, il faut faire attention donc aux véhicules et donc aux porteurs d'eau, de manière à ne pas geler les pompes. Et il faut toujours avoir un débit d'eau moyen de manière à ce qu'on ne gèle pas, qu'on puisse intervenir correctement. Ces derniers temps, les incendies directement liés au froid se sont multipliés dans notre région. Il peut y avoir plusieurs origines à ces feux. Une surcharge des réseaux électriques avec la multiplication des appareils de chauffage, un défaut d'entretien des conduites cheminées qui peut les conduire à s'enflammer, des VMC usés qui provoquent une surchauffe et bien sûr, les tentatives de dégeler soi-même ces conduites.
Faites attention lorsque vous dégelez vos canalisations, que ce soit avec des capeurs thermiques ou chalumeaux. Attention aux risques de feu qui sont importants, surtout quand vous le faites vers un combustible qui est facilement inflammable. Pour éviter les incendies, prenez donc garde à avoir un réseau électrique adapté à la puissance de vos installations. Veillez à ramoner votre cheminée 2 fois par an si elle est votre chauffage principal. Les systèmes d'aération doivent être entretenus et non bouchés. Un détecteur de fumée est aussi conseillé à chaque niveau de la maison. Attention enfin, quand le dégel viendra, le risque d'inondation sera accru. Autre affaire, elle date de 1997. Aujourd'hui, un appel à témoins vient rappeler les fantômes de la compagnie SeaFrance. 15 ans après la mort d'un intendant qui travaillait à la surveillance des marchandises à bord des navires, son fils rouvre le dossier. Il espère qu'avec la récente liquidation de la compagnie, des langues vont se délier. Que s'est-il passé ce jour de février 1997 ? Comment Christian Salomé, intendant-chef à bord d'un ferry de la compagnie de SeaFrance, a-t-il pu tomber d'un des bateaux ? Des zones d'ombre, des questions que pose publiquement l'un de ses enfants lors d'un entretien ce matin chez nos confrères de RTL. Après 25 ans de marine, on glisse pas par-dessus le parapet. On a su qu'il y avait des coups sur le corps et on ne sait pas pourquoi ce corps est fini dans l'eau. L'affaire, elle est instruite au départ pour un meurtre et puis derrière, on va pas plus loin, j'allais dire. Voilà, fin de l'histoire. Pour la justice en tous les cas. Cette année-là, l'homme âgé de 49 ans avait contacté les douanes vraisemblablement pour dénoncer un présumé trafic sur les bateaux. Le 15 février, sa disparition en mer est signalée. Une enquête pour meurtre est ouverte. Plusieurs mois plus tard, son corps est retrouvé à 5000 des côtes. Faute d'éléments ou de témoignages pour déterminer les causes de la mort, un non-lieu est prononcé au mois d'août 98. Aujourd'hui, 15 ans après les faits, sa famille veut aller plus loin. Aujourd'hui, cette compagnie, c'est du passé et il ne faut pas fermer cette page avec cette histoire. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à dire en ce moment. Ben voilà, nous aujourd'hui, on a envie d'en savoir plus et de savoir vraiment ce qui s'est passé. Des questions qui refont surface quelques semaines après la disparition de la compagnie Transmanche. Des soupçons sur des trafics et des vols à l'intérieur des bateaux. Un dossier sur lequel enquêtent 2 magistrats de Lille. À ce jour, sur toutes les personnes auditionnées à propos de ce trafic présumé, aucune n'a pour l'instant été poursuivie. Alors suicide, règlement de compte ou meurtre, les circonstances de la mort de Christian Salomé pourraient peut-être bientôt s'éclaircir. À présent, cette disparition inquiétante à Béziers, celle d'une jeune boulangère de 25 ans. Elle a disparu vendredi soir en rentrant chez elle après son travail. Son ex-compagnon et père de son enfant, s'inquiétant de ne pas avoir de nouvelles, a prévenu la police. L'actuel concubin de la jeune femme étant introuvable lui aussi, les enquêteurs privilégient la piste de l'enlèvement. Il semble que le couple était en voie de séparation, que le concubin supportait mal cette séparation, qu'il est peut-être un petit peu perturbé et c'est la raison pour laquelle cela nous a amené à nous inquiéter très rapidement de ces 2 disparitions. Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration devait être ouverte cet après-midi. La découverte du corps du skieur disparu depuis le 29 janvier sur le domaine de la station de Saint-Lary. Le conducteur d'une dameuse a retrouvé par hasard le cadavre de ce palois de 23 ans, à demi enseveli sous la neige, ski au pied. Son absence avait été signalée le mardi suivant sa disparition et les recherches entreprises par une trentaine de gendarmes et de CRS avaient été vaines, des chutes de neige ayant effacé toute trace. Une autopsie doit être pratiquée pour déterminer les causes de la mort. Sur les quelques 1,4 milliard d'euros qu'ont rapporté les PV liés aux infractions au code de la route en 2011, 176 millions vont servir au financement des radars. Des radars très actifs et très rentables, surtout ceux installés au feu rouge à Paris. Cette année encore, record battu, plus de 11 millions de flashs enregistrés en 2011 par les cabines radars en France. Dans le palmarès annuel, publié par le magazine Auto Plus, première région, l'Île-de-France, avec 4 départements dans le top 10. L'Île-de-France déjà, de par son trafic, plus il y a de voitures qui passent devant une cabine radar, plus potentiellement il y a des chances qu'il y ait une voiture en excès de vitesse. Et puis aussi par le nombre de cabines qui sont implantées. Par exemple, les Yvelines ont 51 radars vitesse, c'est de loin le record de France. Et en 2e place des radars les plus actifs de France, celui-ci sur les quais à Boulogne-Billancourt, juste derrière un arbre. Il flash en moyenne 364 fois par jour, même les riverains s'en plaignent. Comme nous, on est là, quand il fait nuit, on le voit se déclencher sans arrêt. Sans arrêt.
Nous, notre chambre donne là, donc c'est toute la nuit. C'est pas une bonne idée de le mettre ici, franchement, il y a beaucoup de passages le matin et ça crée des embouteillages en plus, parce que les gens ils freinent. Donc voilà. Il suffit de faire attention quoi, pour la conduite. Mais, Faites attention vous? Oui. Je fais le trajet 3 fois par jour, donc je le connais. Plus de 90% des infractions relevées par les radars sont dues à de petits excès de vitesse. Mais gare aux nouveaux radars de feu rouge, leur parc a presque doublé en un an. Et là, c'est 4 points en moins par infraction. Autre record maintenant, celui que veut tenter de battre un cycliste centenaire, le record de l'heure sur piste des plus de 100 ans. L'épreuve se déroulera le 17 février prochain sur la piste du vélodrome de l'Union cycliste internationale, c'est à Aigle en Suisse. Mais avant, Robert Marchand a évidemment dû passer une petite visite médicale. Vous allez voir, le vélo, ça conserve. L'année dernière, pour ses 100 ans, il a effectué 7000 km à vélo, dont une centaine à l'Ardéchoise. Aujourd'hui, je m'entraîne. Il y a été renversé par un camion, mais sans dommage. Aujourd'hui, Robert Marchand revient à l'hôpital, mais uniquement pour vérifier si le cœur est toujours aussi bon. Robert Marchand est le seul cycliste dont un col porte le nom. Il est aussi le seul centenaire suivi à Lyon par l'ancien président de la Fédération française de cardiologie, le professeur Jacques Beaune. Je m'étais fixé à 7000 km par an, pas plus. C'est un modèle exemplaire, exceptionnel certes, mais exemplaire, car on ne peut pas choisir ses gènes, mais on peut choisir son style de vie. Robert Marchand a été paysan en Auvergne, bûcheron au Venezuela, pompier à Paris, gymnaste, haltérophile et cycliste. Il n'a jamais fumé et jamais bu plus de 2 verres de vin à la suite. J'ai le caractère de pas faire d'abus, c'est mon caractère. Ouais. Je sais où m'arrêter. En janvier, Robert Marchand a été opéré de la cataracte, mais son ophtalmologue hier et son cardiologue aujourd'hui l'ont déclaré apte au record de l'heure. Il a eu son test d'effort maximal. La récupération a été très bonne. En 5 minutes, il récupère. C'est exceptionnel. Mais en ce qui concerne le risque, on ne peut jamais dire qu'un risque est nul. Et M. Marchand le sait bien, parce qu'il nous a dit qu'il allait être raisonnable, qu'il allait pédaler à 20 km, 21 km à l'heure. Il a l'habitude de le faire. Ça ne sera pas pour lui un effort exceptionnel. Problème, la dernière fois que Robert Marchand a roulé sur la piste d'un vélodrome, c'était en 1937. Demain, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Parmi les classiques et indémodables, le bouquet de fleurs. Mais que faire quand on est célibataire ce jour-là? Exemple à Paris où des soirées d'échange sont proposées aux âmes esselées. Ils sont jeunes, célibataires ou en couple et veulent comprendre ce qui ne tourne pas rond. C'est très compliqué. Voilà. Chaque semaine, dans un café de la capitale, ils sont des dizaines à vouloir faire leur diagnostic amoureux et trouver les clés pour déverrouiller la situation. Trouver d'autres personnes qui ont plus ou moins le même vécu ou un vécu différent, ça nous permet aussi d'avancer. Comment ça se fait que dans le couple, je disparais et je laisse la place à l'autre? Oui, c'est plus juste. Bénédicte, l'animatrice et fondatrice de ces cafés dans les pays francophones, fait un tabac à Paris. Mais ces cafés devraient être remboursés par la sécurité sociale parce que les gens sortent de là, ils apprennent le lien, ils se rencontrent, parfois même ils s'aiment. Et quand ils ne s'aiment pas ici, ils rencontrent très vite des gens à l'extérieur parce que ça se débloque. Et ils m'envoient des mails en me disant qu'ils sont heureux. La nouvelle galerie des machines de Lille à Nantes a rouvert ses portes, un endroit fantastique né de l'imagination des hommes qui a été totalement remanié et les anciens monstres marins ont laissé place à de nouveaux animaux. Visite guidée. L'univers des machines prend un nouvel envol. Les animaux, aussi surprenants les uns que les autres, se laissent apprivoiser. C'est magnifique, c'est vraiment très joli, très fin, et j'ai hâte de le voir voler. Je trouve que les mécanismes, ils sont assez bien parce qu'on peut faire bouger plein de choses. La grandeur, ça m'impressionne parce que j'aime bien. Et puis, je trouve que c'est assez grand. C'est
rigolo et c'est géant aussi. C'est un peu impressionnant. Des végétaux bien réels côtoient les bestioles mécaniques. Les visiteurs, eux, ne se lassent pas des histoires fantastiques. Moi, je suis émerveillé, je trouve ça fabuleux. J'ai l'impression à la fois de retourner en enfance, puis à la fois d'être projeté dans un monde complètement futuriste. Tout de suite, l'édition des locales après la météo.